Au nom de SFDT1, merci de se joindre à ce webinaire SFDT1. Donc, il s'agit de la deuxième réunion. On en a fait une la semaine dernière et il y a eu des échanges extrêmement enrichissants. Et on est vraiment ravis que vous soyez là pour un échange, un partage d'expériences, d'informations que vous nous fournissez au fil de l'eau. Et ce que je propose, c'est qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, on se présente. Là, nous sommes l'équipe qui travaillons sur ce beau projet qui est SFDT1. Et donc, en fait, ce que je vous propose, c'est d'abord de faire un petit tour de table de gens que vous voyez apparaître à l'écran et qui travaillent au quotidien sur ce projet. Donc, je suis le professeur Jean-Pierre Rivlin, et avec le professeur Emmanuel Cosson, nous coordonnons le projet SFDT1. Et je suis diabétologue à l'hôpital Lariboisière à Paris. Donc moi, je suis Emmanuel Cosson, je suis professeur en diabétologie sur l'hôpital Avicenne, c'est à Bobigny. Et donc, voilà, je coordonne avec Jean-Pierre la cohorte SFDT. Bonsoir à tous. Moi, je suis Laura Sablon, je suis la chef de projet scientifique sur ce projet. Donc, c'est moi qui coordonne à l'échelle nationale avec Mathilde qui se présentera juste après et toute l'équipe projet, cette belle aventure qui est SFDT1. Bonsoir à tous, donc moi c'est Mathilde Huette, je suis attachée de recherche clinique pour l'étude SFDT1. Bonjour, Hervé et Naïma. Nous sommes la société en fait qui accompagnons le promoteur dans la réalisation et notamment dans toute la plateforme numérique qui vous permet chaque mois d'indiquer un certain nombre d'informations et à vos médecins de rapporter des informations afin de produire les résultats tant attendus pour cette très belle étude. Donc, Naïma. Voilà, Naïma, moi je m'occupe spécifiquement du développement de la plateforme SFDT1, donc ravie d'être là et surtout d'avoir vos retours sur les formulaires et ce qu'on pourrait améliorer pour qu'il vous soit le plus agréable possible. Alors, là, en fait, on va démarrer la réunion. Je vais faire passer ce qu'on appelle des diapositives. Donc, je vais vous montrer quelques données. Et donc, ça va fonctionner comme ça. Va y avoir de temps en temps des sondages. Ce sera à vous de jouer et ce sera indiqué à vous de jouer. Où là, je ferai passer des questionnaires où là, vous devrez répondre parce qu'on a besoin de partager, de recueillir votre avis. Et puis, vous pourrez éventuellement dialoguer par chat. Alors, Laura, nous on aime bien parler et échanger, donc il faut absolument que tu nous interromps, Emmanuel et moi, pour nous solliciter s'il y a des questions, que tu nous feras remonter, parce qu'on est vraiment là pour dialoguer, et donc n'hésite pas, avec grand plaisir, on est vraiment là pour partager. Est-ce que il n'y a pas d'autres choses à préciser? Tout va bien? Alors, si tout va bien, je vous propose de partager l'écran et Emmanuel et moi, on va vous partager. Alors, je précise que normalement, nous aurions dû être 4 à être actifs dans la présentation. Nous avons aussi quelqu'un qui est spécialiste dans les données, ce qu'on appelle les données épidémiologiques, et c'est quelqu'un qui nous aide dans les statistiques et sur les analyses des données. Et puis, nous avions un spécialiste en cardiologie, un diabétologue qui est spécialiste dans les complications cardiaques, qui devait venir nous faire une présentation, mais en fait, comme il n'est pas disponible, nous présenterons ces données en son nom. Alors, juste peut-être avant de partager les diapos, Jean-Pierre, on peut peut-être présenter un peu le sujet déjà à l'oral sans vraiment regarder des diapositives. On va vous raconter un petit peu la genèse parce que le projet il a commencé il y a 4 à 5 ans. En fait, à l'époque, Jean-Pierre Rivlin et puis moi après je l'ai suivi, on était secrétaires généraux de la Société francophone du diabète, ça reprend SFD. La Société francophone du diabète, c'est une société scientifique qui est dédiée à faire évoluer la recherche dans le diabète en France et dans les pays francophones, et aussi au niveau scientifique émettre des recommandations, etc. Donc Jean-Pierre Rivlin, puis moi-même, on a été secrétaire général pendant 2 ans et moi j'ai pris le relais sur Jean-Pierre. Et à l'époque, on a eu l'idée dans la Société francophone du diabète de créer une cohorte de personnes qui vivent avec un diabète. On voulait étudier un peu ce qui se passait et il a fallu décider en fait des thèmes principaux et de la population qu'on allait considérer. Alors, en gros, on s'est dit,
Il y a beaucoup d'études dans le diabète de type 2 chez les personnes qui vivent avec un diabète de type 2, mais il y a peu de choses dans le diabète de type 1 et c'est comme ça qu'on a décidé de s'attacher à regarder la santé des personnes qui, comme vous, vivent avec un diabète de type 1. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que on s'est dit, qu'est-ce qu'on va analyser en particulier? Et on s'est dit que ça serait sur le plan cardiovasculaire, expliquer pourquoi il reste, alors qu'on prend en charge de mieux en mieux les personnes qui vivent avec un diabète de type 1, un risque plus fort de faire des pathologies au niveau du cœur et des vaisseaux. Jean-Pierre, tu veux compléter un petit peu? Non, tu as très bien dit. D'ailleurs, là, je vous montre ici les entités qui étaient à l'initiative de ce projet qui a très bien décrit Manu. C'est donc la Société francophone du diabète sur la gauche, c'est la Société savante qui a eu l'idée. Et puis, il y a une fondation à droite qui est responsable d'un point de vue réglementaire. On appelle ça le promoteur de l'étude. Et c'est grâce à elle que l'étude peut être conduite au quotidien. Et donc, voilà les personnes qui sont au quotidien, qui travaillent au quotidien sur le projet. Et vous voyez Guy Fagherazzi, qui n'est malheureusement pas présent parce qu'il n'est pas disponible, à gauche en bas, mais qui nous aide énormément, notamment sur l'analyse des données. Alors, je précise que ce projet, c'est un projet national et qu'on ne nous sommes pas que 5 à travailler. En fait, on a beaucoup d'instances, des experts scientifiques qui sont dans toute la France et qui nous aident à réfléchir sur les données les plus pertinentes, des spécialistes de l'œil, du cœur, comme on va le voir avec le professeur Bruno Vergès, etc., qui nous aident à élaborer ce projet. Mais il y a aussi les patients, puisque nous avons créé ce projet avec l'association des patients, avec leur avis, pour élaborer notamment la manière de poser les questions et le contenu des questionnaires. Donc c'est vraiment un vaste projet qui est extrêmement fédérateur et c'est un partage avec vous. Alors maintenant, je vous propose de vous présenter les points clés du projet, mais Emmanuel a très bien introduit la chose. Donc SFDT1, c'est ce qu'on appelle une étude épidémiologique, c'est-à-dire on n'intervient pas, on ne vous donne pas des traitements. Nous, on apprend de vous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est un diabète de type 1, à quoi il ressemble, et on a un objectif extrêmement ambitieux à terme, c'est de recruter 15 000 personnes, adultes et même enfants. D'accord ? Et donc, c'est un vaste projet. Et en fait, on a énormément d'objectifs. Emmanuel a un peu abordé la question, mais on se pose beaucoup de questions à propos du diabète de type 1, mais on est obligé de faire une hiérarchie. Et le premier objectif qu'on s'est fixé pour cette enquête, ce travail, cette cohorte, on appelle ça une cohorte, c'est de comprendre les complications cardiovasculaires et c'est pour ça qu'on voudrait focaliser un peu ce webinaire sur ce sujet parce que c'est la première question qu'on s'est posée. Et comme on va le voir, le diabète de type 1 a un pronostic qui s'est considérablement amélioré depuis ces dernières années, mais il reste une toute petite différence, cette complication cardiaque, on aimerait mieux la comprendre pour essayer de mieux la traiter. Et donc, on travaille avec vous. Et je vous propose d'ores et déjà de répondre au premier questionnaire, au premier sondage que nous vous proposons à l'occasion de ce webinaire. Et donc, je reviens. Je suis obligé de faire une petite manip technique pour accéder au. Voilà. Donc, je lance le premier. Voilà, vous devez normalement voir apparaître sur votre écran la question. Avez-vous bien compris les modalités et l'objectif de l'étude SFDT1 lors de l'inclusion? Donc, je vous laisse répondre. Et ça, c'est une information qui nous permet d'améliorer la manière de communiquer avec vous. Donc, c'est vraiment important d'avoir votre retour sur ce sujet. Encore une ou deux secondes pour répondre. C'est bon, presque la totalité des gens ont rempli. Merci beaucoup de vos partages. Donc, normalement, vous allez voir apparaître sur votre écran le résultat. Donc, 58% des gens ont dit que les gens avaient bien compris. Mais je pense qu'on a peut-être des progrès à faire sur la manière d'expliquer le projet. 40% des gens disent qu'ils comprennent moins bien. Et il y a une personne quand même qui a mal compris. Donc, il faut prendre du temps à bien expliquer les choses aux gens. Est-ce que Laura, il y a des questions déjà sur le chat?
Alors, j'ai une question de Bénédicte qui nous dit: l'étude a été présentée comme une étude qui allait durer 30 ans. Est-ce bien le cas? Eh bien, en fait, la réponse est oui, mais en fait, vous ne serez pas sollicité pendant une durée de 30 ans. En fait, l'étude est prévue pour durer environ 10 ans de manière active et en fait, on ne va pas beaucoup vous solliciter. En fait, c'est lorsque vous venez tranquillement en consultation, et ce n'est pas tout le temps, c'est une fois tous les 3 ans. Donc, vous a inclus dans l'étude pour la première fois. Dans 3 ans, vous serez à nouveau sollicité et probablement la durée sera plus courte à ce moment-là, à 6 ans, à 9 ans, et c'est tout. Donc, il n'y a que ces 4 visites où vraiment on recueille des données qui sont un petit peu plus longues que ce que vous avez habituellement en consultation. Sinon, à part ça, tout le reste, c'est à travers la base de données de la sécurité sociale que vous êtes suivi. C'est-à-dire qu'on recueille les informations à la volée. Peut-être que nous serons plus là nous-mêmes pour analyser les données, mais on a les données à travers une base de données qui est contenue dans la sécurité sociale et qui permet d'avoir des informations sur qu'est-ce que vous consommez, par exemple, en termes de consommation de soins, ou est-ce que vous avez été hospitalisé, est-ce qu'il y a eu des événements, y compris la mortalité. On a toutes ces informations de manière exhaustive, ce qui rend extrêmement riche cette étude. Il y a aussi, Jean-Pierre, tu l'as bien mentionné, mais la participation aussi des gens qui régulièrement, à peu près tous les mois aussi, indiquent des données à travers les formulaires. Absolument, c'est fondamental, mais on va rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler cette modalité, tu as raison. Et ces données tous les mois sont extrêmement importantes. Et j'ai juste une autre question à ce stade de Mathilde qui demande l'objectif du recueil de nos données telles que la salive et les cheveux et pourquoi nous avons consenti à les donner dans le cadre d'autres études. On va raconter un peu tout ça, là. On va répondre, je pense. Puis, bien sûr, on pourra compléter si vous voulez. Tu repartages. Alors, je repartage. Alors, voilà les points clés du projet. Voilà. Je résume. Donc, je résume 2 minutes et puis on ne va pas passer vite. Donc, 15 000 patients à inclure, des enfants, des patients avec un diabète de type 1. Le diabète de type 1 dans cette étude est défini de manière très simple. Bien sûr, tout ce qu'on fait a été validé par le comité d'éthique et c'est déclaré à la CNIL. Donc, tout est fait avec ce qu'il faut au niveau réglementaire. Donc, c'est une étude qui est parfaitement contrôlée. Tu veux prendre la suite Ouais. Donc du coup, ce que Jean-Pierre vous a expliqué, donc il y a une première visite, c'était l'inclusion. C'était quand on a recueilli en fait vos données de santé, mais qu'on fait en routine, hein, rechercher l'atteinte des nerfs, la pression artérielle, la biologie qu'on fait quand vous êtes venu. Ça, on a recueilli ça, c'est la visite initiale et on vous a fait passer quelques questionnaires en direct ce jour-là. Vous avez eu également des prélèvements. Donc ça, c'est les prélèvements sanguins pour les centres où il y a des prélèvements. Il y a certains centres où il n'y aura pas de prélèvements. Mais pour d'autres, il y a des prélèvements et on va vous en parler après, notamment les cheveux, etc. Et puis derrière, vous avez compris que puisque vous êtes là, vous recevez des mails. Il y a des questionnaires mensuels dedans. Et là, c'est pour évaluer plein d'aspects. On va vous montrer un peu ça. On recueille aussi vos données pour ceux qui sont avec la mesure continue du glucose, donc par exemple le freestyle libre, les données. Et puis dans le futur, parce que là on vous en a parlé, on est en train d'avoir une autorisation, mais on va vous redemander l'autorisation pour ce fait spécifique, de récupérer vos événements de santé par rapport à la sécurité sociale. Donc ça s'appelle le SNDS, Système national de données de santé. Donc, ces données, c'est toutes les données de remboursement à la sécurité sociale. Quand vous avez une ordonnance et que vous allez à la pharmacie, quand on va vous faire payer une consultation, la sécurité sociale le sait puisqu'elle va rembourser. Faire un examen des yeux, elle va rembourser. Faire un examen biologique, elle va rembourser. Si vous êtes hospitalisé, elle va savoir aussi ce que vous aviez comme diagnostic lors de l'hospitalisation. Et c'est dans ce sens que nous, on aura de vos nouvelles par ce biais parce qu'on saura qu'il y a eu, par exemple, puisque là on vous parlait des événements pour le cœur, un événement du cœur qui a fait que vous étiez hospitalisé. Donc c'est avec toutes ces données qu'on va savoir s'il arrive un événement pour le cœur. Et avec toutes les autres données, on va essayer d'expliquer pourquoi certains patients vont faire un examen, un événement pour le cœur pendant leur suivi, alors que d'autres ne le font pas, en essayant de voir. Alors,
vous voyez qu'il y a plein de données. Nous, on ne voulait pas s'intéresser qu'aux données cliniques habituelles. On avait envie aussi d'avoir éventuellement des nouveaux marqueurs. Quand on vous dit des nouveaux marqueurs, quand on vous fait des prises de sang, les 2 tubes qu'on vous prend, on fait des échantillons. C'est des tout petits volumes qu'on met dans des congélateurs à moins 80 degrés et on va pouvoir utiliser ces petits échantillons pour expliquer des choses. Par exemple, dans 10 ans, il y aura des personnes, malheureusement, qui vont avoir un événement du cœur, par exemple, et d'autres qui ne vont pas l'avoir. On aura peut-être un nouveau marqueur qui a été publié, une nouvelle recherche qui a montré qu'un dosage spécifique qu'on ne fait pas en routine actuellement pourrait démontrer que plus c'est fort ce dosage, plus il y a d'événements. Donc on pourra retourner aux tubes initiaux, doser sur ces tubes ce nouveau marqueur et regarder si vraiment ça prédit aussi, dans le cadre du diabète de type 1, l'événement d'intérêt. Donc voilà à quoi servent les prélèvements. Je vous ai parlé du sang, mais ça peut être dans les urines, puisqu'on vous prend les urines. Ça peut être génétique. Vous avez autorisé aussi pour certains, hein, bien sûr, ce n'est pas obligatoire tout ça, de faire de la génétique. Et puis, il y a aussi l'aspect des cheveux, parce qu'en fait, dans les cheveux, vous avez les polluants, etc., les facteurs d'environnement qui se concentrent. Et maintenant, on peut faire des études sur ces cheveux pour ça. Les questionnaires mensuels, ils sont très utiles. Souvent, vous nous parlez en consultation du stress, etc. Et on pense, par exemple, que le stress, le fardeau du diabète, c'est un terme qu'on utilise, tout ça, ça peut participer dans le fait qu'on ait plus de complications du diabète. Donc, avec ces questionnaires, qui sont des questionnaires qui sont validés de façon nationale et internationale, qui sont utilisés dans la recherche clinique, on va pouvoir déterminer s'il y a beaucoup de stress, pas beaucoup, etc. Et vous avez vu qu'il y a plein de questions sur les hypoglycémies, sur la sexualité pour ceux qui sont déjà à ces questionnaires, etc. Les données du capteur, bah, vous savez bien, c'est vos courbes et tout, et puis les données de sécurité sociale, je vous en ai parlé. Alors, je vais vous donner... Peut-être, Laura, il y a des questions sur ce que j'ai expliqué. Il y avait juste une question sur la confidentialité des données de la sécurité sociale. Quelqu'un qui aimerait quelques mots sur cette confidentialité. Bien sûr. Donc, d'abord, la confidentialité, tout est complètement confidentiel. C'est-à-dire que quand on vous rentre dans la base de données, vous ne devenez qu'un numéro. Autant quand on vous voit en consultation, vous n'êtes pas du tout un numéro, vous êtes une personne qui vivait avec un diabète et on s'occupe de vous au mieux et on ne regarde pas que le diabète, mais comment vous vivez, etc. On essaye de faire un portrait global pour vous accompagner au mieux. Autant dans la cohorte, vous n'êtes qu'un numéro. Ce qui veut dire que d'abord, c'est complètement protégé. On répond à toutes les normes européennes, etc., de protection de vos données. Ne vous inquiétez pas. Mais si quelqu'un, on ne sait jamais, avait accès aux données, il n'aurait qu'un numéro, il ne sait rien de vous, il ne peut pas vous retrouver. Il ne peut pas vous retrouver après. Pareil pour les tubes de sang, ce sont que des numéros. Donc ça, c'est la première chose. Dans le système national de données de santé, on vous demandera de consentir spécifiquement sur ça. Donc, vous allez recevoir un mail dès qu'on va avoir les autorisations finales. C'est presque fini les démarches. Pour que vous nous autorisiez à lier votre dossier à vos données de remboursement. C'est extrêmement important puisque nous, l'idée, c'est de voir dans le futur s'il vous arrive des problèmes de santé. Et c'est comme ça qu'on pourra les identifier le plus facilement, puisque en général, lorsqu'on a un gros problème de santé, on est amené à être hospitalisé. Et du coup, il y a un diagnostic associé à l'hospitalisation qui est noté dans ce système. Est-ce que j'ai répondu à la question, vous pensez? Moi, je trouve que tu as été très clair. Bon, alors c'est bien. Mais toi, tu connais bien. Et tout à l'heure, j'ai vu, j'arrive à suivre un tout petit peu sur la discussion. J'ai vu que vous disiez, mais on nous demande aussi, oui, vous avez posé la question, le consentement, il est non seulement pour le diabète, mais d'autres choses. Ben, on va vous l'illustrer tout à l'heure, donc je ne vous réponds pas tout de suite, mais on a bien noté et on va vous répondre. Alors, les actualités. Ouais, je vais continuer, puis après, JP, tu Oui, vas-y. Du coup, si tu veux montrer un petit peu, je pense qu'on a commencé par les centres. Alors, vous voyez qu'il y a des centres qui ont commencé au début, on a appelé ça les centres pilotes. C'est-à-dire que vous comprenez que l'étude, elle est très large, qu'on recueille énormément de données, qu'on vous demande de répondre à plein de questionnaires. Et
il fallait vraiment qu'on essaye de piloter ça et voir si c'était trop, pas trop, si c'était trop lourd pour les centres. Et on a commencé par quelques centres pilotes, c'est ceux qui ont ouvert le premier. Et c'est indiqué dans l'ordre. Donc, vous voyez par exemple que la Riboisière, où est le professeur Rivlin et moi-même à Avicenne, on a commencé dans les premiers parce que l'idée c'était, comme nous on connaissait très très bien l'étude, forcément, on allait pouvoir voir. Et puis vous voyez, il y a plein d'autres centres qui sont ouverts et on ouvre maintenant de plus en plus de centres. Et il y a peut-être des nouveaux participants qui sont dans des nouveaux centres. C'est parce qu'on a été progressif. On a aussi des centres qu'on va bientôt ouvrir. Vous voyez, c'est tous les centres verts. Ils sont déclarés au comité de protection des personnes, puisque ça passe par ça. Et vous avez aussi, vous voyez, la Guadeloupe qui a ouvert, c'est chouette. Et puis la Réunion et la Martinique qui vont ouvrir prochainement. On a des centres pédiatriques, c'est-à-dire pour les enfants, et des centres adultes. Et souvent, on a dans le même hôpital un centre qui s'occupe des enfants et un centre qui s'occupe des adultes. Donc, vous voyez les centres, et puis on ouvrira encore des nouveaux centres. On a déjà des contacts. Il y a une grande motivation de tous les centres. Et en gros, les médecins, ils ont envie de participer à cette belle étude. On va vous montrer les inclusions. Et ben voilà, on a dépassé 1000. Donc, on était très, très, très contents. C'est génial. On est très contents. Mais vous avez vu, Jean-Pierre, il vous a dit, notre objectif, c'est 15 000. Donc, on continue. Mais effectivement, on doit trouver de l'argent parce que ça coûte forcément. Hein. La structuration, le recueil des données. Les hôpitaux sont payés pour le technicien d'études cliniques qui rentre les données dans l'ordinateur de façon anonyme. Mais là, on a réussi à avoir de l'argent pour inclure 5000 personnes qui vivent avec un diabète de type 1, puis on continue à prospecter, etc. Donc, en tout cas, on a atteint 1000. Ça a été un peu plus lent que prévu initialement, parce qu'il y a eu la Covid, évidemment. On a mis du temps à débuter, et puis après, c'était un peu plus dur d'inclure pendant toute cette période qui était très difficile. On était impliqués, bien sûr, pour la Covid directement, et pas forcément pour les personnes qui vivent avec un diabète, parce qu'il fallait concentrer sur l'actualité et les difficultés. Il y a 22 enfants. Alors voilà les profils. Il y a un petit peu plus, vous êtes un petit peu plus d'hommes que de femmes, 40 ans de moyenne d'âge. Pour les enfants, il y a 9 garçons et 13 filles. Et vous voyez que le doyen, c'est 83 ans. Alors, Jean-Pierre, à toi. Justement, oui, on va vous illustrer. Avant, Laura, peut-être il y a une petite question ou pas? Non, il y avait juste des petits commentaires comme quoi c'était très clair ta réponse sur le SNDS, Manu. Très bien. Très bien, et ça ne m'étonne pas. Merci. N'hésitez pas, hein, on est vraiment là pour partager. Et d'ailleurs, justement, là, c'est de partage dont on va parler maintenant. Puisque, comme Hervé l'a indiqué, cette étude a une originalité, c'est qu'on a monté une plateforme d'échange par Internet où on peut échanger avec vous des questionnaires. Alors, vous le recevez souvent par téléphone, tous les mois. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a constitué le contenu de ces questionnaires avec l'aide de vous-même, c'est-à-dire de l'association des patients. Et puis Hervé et son équipe nous a aidé techniquement à construire techniquement le support pour le faire. Et c'est extrêmement original parce que vous nous apportez des informations qu'on récolte. On a des idées sur l'anxiété, etc. Mais c'est des questionnaires très précis et on a des informations extrêmement précises. Et donc, vous voyez quelques exemples de thématiques, mais vous les connaissez puisque vous recevez parmi vous depuis maintenant plusieurs mois ces questionnaires. On s'intéresse à l'anxiété, par exemple, à la nutrition, au fardeau, comme Manu l'a indiqué tout à l'heure, en général la qualité de vie, l'estime de soi, le suivi des hypoglycémies. Les hypoglycémies est une thématique sur laquelle nous nous penchons beaucoup, à la fois lorsqu'on vous voit face à face, mais également sur des questionnaires, parce que c'est une thématique qui joue un rôle majeur sur votre quotidien, bien sûr. C'est quelque chose qui altère votre qualité de vie au quotidien. Donc, on veut vraiment en connaître l'importance et les déterminants, essayer de mieux les comprendre. Et en fait, ça s'appelle le IPRO, c'est le diminutif de ces questionnaires pour. Alors, on est très contaminé par l'anglais, hein, désolé, c'est Patient Related Outcome. Donc, voilà, les questionnaires pour les patients. Et alors là, vous voyez ici le taux de vos réponses. Alors, vous voyez, il y a des carrés, il y a des triangles bleu foncé et des triangles vert clair sur mon écran. Et en fait, c'est l'année 1 et l'année 2, puisque chaque année, eh ben, vous retrouvez les questionnaires. Alors, parfois, c'est les mêmes que l'année précédente, et puis vous allez voir, il va y avoir des changements sur les différentes thématiques selon ce que selon le résultat de nos partages. Et vous voyez que le score est excellent, c'est-à-dire que vous répondez de manière très régulière,
puisqu'on est à peu près à 70% d'un taux de réponse, que ce soit l'année 1 ou l'année 2. Donc, il y a un petit épuisement au début. Certains patients abandonnent et on peut tout à fait le comprendre. Et vous voyez que l'année 2 est relativement comparable à l'année 1. Et là, vous voyez en abscisse, c'est en bas de la diapo, vous voyez les différents noms des questionnaires. Alors, ça veut dire, par exemple, il y a le fardeau, il y a des questionnaires sur l'activité physique, sur l'anxiété, etc. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité. Juste Jean-Pierre, si tu peux me permettre. Ouais, Ouais. bien sûr. Tu veux remettre la diapo, peut-être? Je voulais bien expliquer, en fait, peut-être pour redire à nouveau, là, on a fait les 12 mois de l'année. Quand vous êtes inclus, le premier mois après l'inclusion, normalement, vous recevez le premier questionnaire. C'est la DDQOL. Mais donc, tout cela, autant que vous êtes, vous n'êtes pas forcément au même stade. C'est-à-dire qu'avec Jean-Pierre Rivlin, et nous, on a inclus il y a longtemps, donc il y a des patients qui sont inclus depuis 2 ans. Donc, eux, ils ont déjà, à la fin de la 2e année, ils ont répondu 24, enfin, ils ont pu répondre à 24 questionnaires. Donc, on a tout. Mais pour certains, vous êtes qu'à 3 mois, donc c'est les 3 colonnes bleues, etc., etc. Voilà. Mais oui, c'était important de faire cette précision. Et alors, du coup, je pensais à une autre précision. Je voudrais attirer votre attention sur le dernier à droite. Ça s'appelle le suivi annuel. Et ça, c'est un questionnaire qui est important aussi. Ce n'est pas un questionnaire sur l'anxiété, la dépression, etc., des données sur le sommeil comme les autres questionnaires. C'est une donnée sur savoir comment vous allez après 1 an. Et puis, chaque année, vous recevrez, histoire de vous suivre. Parce que, comme je l'ai dit, on vous verra tous les 3 ans. Mais entre-temps, grâce à cet auto-questionnaire, on sait par exemple si vous êtes passé sous pompe, si vous avez changé de traitement, si voilà. Questionnaire général sur comment vous allez, si vous avez fait des hypoglycémies par exemple. C'est un questionnaire très court, mais ce suivi annuel est extrêmement important parce que comme ça, on peut voir qu'est-ce que vous devenez. Voilà. C'est cette dernière précision que je voulais apporter. Et là, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet. On a voulu, à l'occasion de ce webinaire, vous restaurer quelques résultats et on a choisi, ça a été une option, on a discuté entre nous pour savoir quel pourrait être un bon choix de retour de résultats et on a choisi le fardeau lié au traitement. D'accord ? Donc, la question était, la question qu'on veut développer ici, c'est concernant la prise de vos médicaments, comment évalueriez-vous les contraintes liées au goût, à la forme, à la taille des comprimés, aux désagréments causés par les injections, douleurs, saignements, séquelles inesthétiques. Et voilà le résultat de vos réponses. Donc, le vert, alors on a séparé les réponses en 4. Donc, le vert, c'est les gens qui ont dit qu'il n'y avait plutôt aucun impact et que ça allait. Le orange, c'est un impact moyen. Et le rouge, c'est un impact important. Donc, quand même, 20% de la population, des gens qui ont répondu, disent que c'est quand même très contraignant ce diabète avec ces injections, ou la pompe peut-être. Et pour 11% de la population, ils ne se sont pas sentis concernés par la question. Voilà un exemple de réponse qu'on peut avoir. Et ce n'est pas inintéressant. Après, il faudra creuser pour savoir quelles sont les caractéristiques de chaque catégorie, bien sûr. Donc voilà un exemple de réponse à une question. Voilà une deuxième question concernant la surveillance de votre maladie. Comment évalueriez-vous les contraintes liées à vos relations avec les médecins ou autres soignants? Par exemple, ne pas se sentir suffisamment écouté et pris au sérieux. Juste un commentaire. Ouais, oui. Commentaire avant que tu montres les résultats. Là, vous voyez qu'on prend des risques, hein, nous, en tant que soignants, on va dire. On n'a pas peur de voir un peu ce qui se passe. L'idée, c'est vraiment de faire évoluer et de partager aussi avec nos collègues. Donc, il y a la partie vous connaître mieux, mais aussi essayer de bien comprendre les problématiques qu'on peut avoir dans les relations entre soignants et personnes qui vivent avec un diabète de type 1. Donc, vous allez voir les réponses, mais c'est vraiment des choses importantes. Et peut-être rappeler, JP, que quand on a fait les questionnaires, on les a fait avec les patients, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, mais je le répète parce que justement, on voulait avoir aussi la perception des personnes qui vivent avec un diabète et pas seulement la perception des soignants, et forcément, c'est différent. Tout ça pour dire que vos réponses peuvent changer nos pratiques. Prendre plus de temps, par exemple. On va voir quels sont les résultats, donc suspense. Et voilà. Donc, en fait, des résultats plutôt positifs pour 66% des répondants parmi vous, mais ce n'est pas 100%. Ça veut dire que quand même, il y a une proportion que je trouve importante, qui se trouve un peu impactée quand même par cette relation avec le soignant, 17%, et pour 9%, très impactée.
Donc, il faut vraiment regarder très attentivement ces pourcentages et en tirer des conclusions sur notre manière de gérer la consultation. Peut-être passer plus de temps à vous écouter et à partager. Une troisième question concernant la surveillance de votre maladie. Comment évalueriez-vous les contraintes liées à la prise de rendez-vous médicaux, visite chez vos médecins, analyse de sang, autres examens, et à l'organisation de votre emploi du temps? Est-ce que c'est impactant ou pas? Et donc la réponse est, ça peut changer nos pratiques aussi sur la manière d'organiser les consultations. Eh bien, les résultats sont encore moins bons que à la question précédente sur les médecins. Ça, c'est sur l'organisation. Vous voyez que pour 46%, il n'y a pas d'impact, donc ça va. Mais pour 27%, l'impact est modéré. Et pour 23%, l'impact est important. Donc, c'est quand même quelque chose qui vous impacte sur la gestion de votre emploi du temps, tous ces rendez-vous à prendre dans le cadre de votre suivi. Une dernière question, satisfaction quant au traitement du diabète. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre traitement actuel? Alors, c'est une question importante, surtout que nous sommes dans une période extrêmement mouvante dans ce domaine. Et donc, on a séparé les patients qui étaient sous injection d'insuline à gauche et les patients qui étaient sous pompe à insuline à droite. Et les résultats sont globalement comparables. 54% des gens sous injection sont satisfaits, alors que c'est 60% chez les patients sous pompe. Donc, les patients sous pompe sont un petit peu plus satisfaits, et 43% pour les gens moyennement satisfaits et 32% respectivement pour les patients sous injection et pompe. Et alors, les patients non satisfaits du tout, il y en a 2% parmi ceux traités par injection, et ceux qui sont sous pompe, il y en a 7%. Donc, il y a des patients qui sont très mécontents de leur traitement, qui sont minoritaires, mais qui ne sont pas négligeables quand même, et qu'il faut considérer pour leur proposer autre chose. Sachant que, vous le savez ou pas, le traitement du diabète de type 1 a vocation à beaucoup être modifié ces prochains mois. Donc ces pourcentages sont importants parce que ça peut impacter des modifications de traitement. Alors non, il y a encore une autre question que je voulais partager. Quel est votre avis sur le degré de souplesse de votre traitement? Est-ce que c'est souple ou pas? Et en fait, vous voyez que les réponses sont assez comparables. Parfaite souplesse pour 45% environ des répondants, entre 40 et 44% pour dire que c'est finalement un petit peu, la souplesse est moyenne, c'est un peu rigide, ça crée une rigidité dans votre manière de vivre, et une dizaine de pourcents considèrent que c'est très impactant sur le quotidien. Alors, Emmanuel va vous parler d'un autre sujet. C'est là, on quitte le domaine des auto-questionnaires. Donc là, vous avez vu quelques exemples. Alors, on en a beaucoup d'autres. Mais on n'avait pas le temps, ça aurait pris des heures de présenter l'intégralité des résultats. D'ailleurs, que nous sommes en train d'analyser. On n'a pas encore analysé tous les questionnaires, on est en train de le faire. Mais en fait, ce questionnaire, quand vous avez vu le médecin, quand vous étiez lors de votre consultation, vous avez été inclus à cette étude. Mais vous avez vu le médecin qui vous a posé plein de questions, et notamment des questions assez originales, et Emmanuel va vous en parler. Peut-être juste avant de passer sur ça, j'ai eu quelques questions, voire remarques que j'aimerais quand même faire remonter. Alors, il y a Marie qui disait qu'elle avait un peu de mal à comprendre parce que l'anxiété, par exemple, elle peut être liée à une autre cause que le diabète. Vous avez raison. C'est des questionnaires. Il y a deux catégories de questionnaires quand on s'intéresse à la qualité de vie. Il y a des questionnaires qui sont très spécifiques du diabète. Alors, par exemple, quand on vous demande « Est-ce que vous êtes gêné par les injections ?» Donc là, c'est une gêne qui est vraiment liée au diabète parce qu'on est vraiment dans une pathologie qui malheureusement nécessite des injections ou une pompe. Et par contre, il y a des questionnaires qui sont moins spécifiques. C'est comment allez-vous? Est-ce que vous êtes anxieux ou pas? Et bien sûr, il y a des gens qui sont anxieux et ce n'est pas lié au diabète. Mais ce serait intéressant quand même de voir, d'analyser de manière plus en profondeur, chez les patients anxieux, est-ce que c'est, on dit corrélé, associé? C'est associé à certaines caractéristiques du diabète, par exemple. Est-ce que je sais pas, ça peut être l'ancienneté du diabète, ça peut être l'équilibre glycémique, le nombre d'hypos, etc. Bien sûr, il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut être anxieux. On peut avoir une dispute avec quelqu'un dans sa vie qui serait l'anxiété. Mais c'est quand même intéressant de voir si d'autres éléments, d'autres informations liées au diabète impactent cette anxiété. Voilà, c'est un peu ça, mais ça a ses limites parce que, comme vous l'avez indiqué, on a tous des vies très variables les uns les autres. Alors, juste, une autre question, Laura? Alors, il y en a pas mal, mais je vais en sélectionner quelques-unes, on va essayer de tout regrouper. Alors, il y a Sophie qui disait, c'était plutôt une remarque, on a beaucoup parlé d'hypoglycémie, mais qu'il y a aussi les hyperglycémies qui ont un impact sur l'état physique. Vous avez raison.
Alors, ensuite, Alors juste réponse très rapide, on s'y intéresse beaucoup. Mais on fait des choix sur ce qu'on partage ici, mais effectivement, les hyper sont fondamentales, vous avez raison. Ensuite, j'ai une question plutôt sur l'impact, je pense, pour les équipes médicales, parce que pour les prises de rendez-vous, quelqu'un disait qu'il trouvait bizarre que 46% ne considèrent aucun impact, puisqu'il y a un mal fou à trouver des rendez-vous, joindre le secrétariat, et que quand on a un rendez-vous, il faut compter quasiment une demi-journée. Donc, c'est un impact conséquent pour cette personne qui s'étonnait du coup des réponses d'autres gens. Mais ça nous illustre ici, et c'est aussi l'apport de cette étude, le fait que finalement, on est tous très variables. Vous avez des vies différentes, des âges différents, mais il y a aussi une manière de considérer le suivi très différente. Il y en a qui demandent un suivi très fréquent et qui se plaignent d'avoir des rendez-vous et qui en ont besoin, hein, probablement. Et d'autres, au contraire, ils disent non, moi, une fois par an, ça suffit, une fois tous les 6 mois, c'est très bien. En télémédecine uniquement, sans prendre de rendez-vous, ça suffit. Et donc, chacun a un diabète différent, avec un équilibre différent, des besoins différents, et ça explique cette variabilité des réponses. Et juste une dernière question qui a été amenée 2 fois sur le changement du type de traitement. Donc, il citait le traitement du diabète type 1 est amené à beaucoup changer ces prochains mois. Quel teasing, de quoi parle-t-on? Et ça a été remonté une deuxième fois. Alors, merci de cette question. Alors, je rentre dans le détail, mais en fait, juste, je fais déjà une annonce, c'est qu'il y aura un webinar d'ici la fin de l'année. Alors, on n'a pas la date précise encore, mais ça va bientôt être fixé, et nous focaliserons sur ce sujet-là. En 2 mots, le diabète se traite de différentes manières. Ça peut être par injection d'insuline, par pompe à insuline. C'est des appareils que certains connaissent très bien, qui ont une insuline qui est poussée en permanence dans le corps, et le patient appuie sur le bouton quand il mange. Maintenant, vous savez tous, vous utilisez, la majorité d'entre vous, des capteurs de glucose. Sauf que maintenant, la pompe devient intelligente. Et donc, elle administre automatiquement l'insuline la nuit, par exemple. La journée, on doit encore dire qu'on mange avec ces systèmes. Mais c'est des systèmes automatisés qui ont 2 avantages. 1, ils améliorent considérablement l'équilibre du diabète. 2, ils libèrent un peu les gens de cette contrainte permanente, cette crainte des excursions glycémiques, etc. Donc, c'est la boucle fermée dont je parlais, et voilà le teasing. Mais ce que je propose, c'est qu'on ne détaille pas ce sujet-là parce que ça nous mènerait trop tard, mais on focalisera probablement le prochain webinaire sur ce sujet qui est absolument majeur. Bon, je pense que je vais prendre la suite. Merci pour vos questions. On voit bien, et c'est aussi, en fait, dans le questionnaire annuel dont vous parlez, Jean-Pierre, on vous demande, en fait, si vous avez changé est-ce que vous êtes passé en gros en pompe ou en boucle fermée, etc. Parce qu'on sait très bien que c'est des gros changements. Et du coup, on analysera les questionnaires différemment, par exemple, etc. C'est aussi pour ça qu'on vous fait le même questionnaire éventuellement tous les ans, parce que forcément, avec les évolutions de traitement, de votre santé, etc., ça peut changer. Alors tout à l'heure, vous demandiez dans le consentement pourquoi on vous demandait si vous étiez d'accord pour que on fasse des recherches en dehors du diabète. Les complications hyper classiques du diabète, vous savez, c'est les yeux, puisqu'on surveille tous les ans, les reins, on surveille les urines, la fonction rénale, la créatininémie. On vous fait l'examen des pieds pour l'atteinte des nerfs, etc. On vous fait des examens cardiaques pour le cœur. Et en fait, on s'est dit avec des collègues qu'il y avait peut-être d'autres complications moins classiques du diabète. Et du coup, là, vous allez voir, justement, ça, on a répondu, les médecins ont répondu sur nos questionnaires à nous. Est-ce qu'il y a des fractures et des tassements qui sont connus, par exemple, chez ces patients? Alors là, on ne peut pas comparer à des personnes sans diabète de type 1, puisque vous êtes tous participants d'une cohorte sur le diabète de type 1. Mais ce qu'on ne vous a pas dit tout à l'heure, c'est que avec le système national de données de santé, à parier à vous, c'est-à-dire pour vous, participants, il y aura 3 personnes sans diabète dont on aura les données dans le système national de données de santé. Donc, on pourra comparer des données chez des personnes qui vivent sans diabète, du même âge, de même sexe et qui vivent dans la même région. À vous. Et on verra éventuellement s'il y a plus d'événements chez les personnes qui vivent avec un diabète de type 1 que les autres, etc., etc. En tout cas, ici, on va vous montrer quelques autres questions qu'on se posait. On ne va pas y répondre vraiment, mais on va voir s'il y a une forte proportion des participants qui ont eu déjà des fractures ou des tassements, pas sur un traumatisme. Et donc, voilà les pourcentages. Et vous voyez que quand même,
il y a 7% des participants qui ont déjà eu des tassements ou des fractures. Toujours pareil, là, on ne peut pas comparer exactement, mais ça nous alerte et nous dit, mais finalement, 7%, c'est beaucoup. Et donc, peut-être que dans le diabète de type 1, il y aurait plus de fractures et de tassements. On va continuer. Pathologie non traumatique, c'est plutôt inflammatoire. Est-ce que vous avez, vous savez, des capsulites au niveau de l'épaule, des douleurs au niveau des mains, etc. Est-ce qu'il y a des rhumatismes, en gros? Eh bien, regardez, c'est énorme. Un sur 4 des participants a déjà eu des problèmes sur tout ça. Et ça, c'est majeur. Et donc, on fait des études. On a déjà eu des études pilotes aussi là-dessus. C'est une collègue peut-être que vous connaissez, c'est le docteur Picard, qui est à Dijon, du coup, et qui a fait des études sur ça. Et on voit clairement que les personnes qui vivent avec un diabète de type 1 peuvent avoir plus de pathologies rhumatismales. Et c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir alerter les collègues. Et éventuellement, quand on vous parle aussi des questionnaires, il est possible qu'on s'intéresse à ça prochainement. Et on va inclure en plus, désolé, vous recevrez un questionnaire en plus, des choses sur ces pathologies parce qu'on voit bien que ça ressort. Un quart d'entre vous a des pathologies, il faut qu'on aille plus loin et qu'on recherche. Donc Alors, voilà. je voudrais juste rajouter un petit point, juste pour vous rassurer. C'est pas parce que vous avez un diabète de type 1 que vous aurez ces complications. Il y en a plein qui l'ont jamais. Et parmi ceux qui l'ont, il y a des gens non diabétiques qui l'ont aussi. D'accord? Donc, c'est pas le lien reste quand même en question, mais ce fort pourcentage ici nous interroge et on aimerait bien comprendre le mécanisme. C'est ça, c'est ce genre d'information, elle a l'air simple, mais à partir de là, on creuse pour essayer de comprendre. Et c'est ça qui nous permet éventuellement de mettre en évidence des nouveaux mécanismes et pourquoi pas des nouveaux traitements. C'est pour ça que c'est passionnant. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que tous les patients diabétiques n'ont pas ce genre de choses. Oui, tout à fait. Et j'ai vu la question vite fait dans le chat, le tassement, excusez-moi, je ne vous ai pas expliqué. Donc, on a les vertèbres là, qui maintiennent notre dos, vous savez, on a plein de vertèbres. Et le tassement, c'est quand elles deviennent plus petites, parce que l'os, il est fragile en fait. C'est un peu comme dans l'ostéoporose ou des choses comme ça. Alors, on pose aussi une question sur les gencives, on va vous montrer les résultats. Et 20%, c'est beaucoup, a des problèmes aux gencives. Alors pareil, hein, ça existe aussi en dehors du diabète, mais on voit quand même que ça vous concerne beaucoup. Et donc, il y a sûrement des choses à faire. On va continuer. Des problèmes, on s'est dit aussi, tiens, pourquoi pas au niveau de la surdité ou de moins bien entendre. Bon, on voit 7,6%. Donc voilà des complications sur lesquelles on peut travailler en plus grâce à cette cohorte, nous alerter et dire, tiens, on va travailler sur ça parce que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on attendait. Donc Jean-Pierre, il va vous poser une petite question. Alors peut-être le temps que Jean-Pierre nous affiche le prochain sondage, on avait juste une petite remarque de Rami qui disait qu'il pensait qu'il faudrait aussi des réunions entre patients pour partager les expériences sur le diabète de type 1. Donc ça fait aussi le lien sur le fait que SFDT1, c'est une communauté de patients et que votre avis nous intéresse. Donc je laisse peut-être Manu ou Jean-Pierre. Non, on a vraiment cette idée-là. Vous voyez déjà le fait de vous réunir en webinaire. On trouve que c'est très important. Pour l'instant, on regrette. En fait, on n'a pas commencé plus tôt, mais on avait tellement à gérer sur toutes les ouvertures de centres, etc. Enfin, modifier les questionnaires. Enfin, vous avez compris qu'on avait beaucoup de travail. Mais réellement, il y a quelque chose là-dessus. Par exemple, quand on vous dit que le webinaire, on va le faire sûrement sur les boucles, les pancréas artificiels, ce que vous a expliqué le professeur Yveline tout à l'heure. On a envie d'impliquer un patient qui a eu cette expérience et qui pourrait aussi parler en tant que patient de son expérience. Donc, on veut vraiment vous inclure là-dedans. Et d'ailleurs, vous allez avoir une question sur ça. Jean-Pierre? Alors là, c'est la question numéro 2. Donc, c'est à vous de jouer là maintenant. Allez-y, répondez. Selon vous, y a-t-il des thématiques manquantes? Alors, c'est oui ou non. Et indiquer les informations dans le chat. Alors, on va pas, s'il y en a beaucoup, on ne va pas tous les reprendre, mais en tout cas, nous, après, on les enregistre, on les garde au chaud pour éventuellement développer des nouveaux questionnaires sur les thématiques que vous pourriez nous indiquer. Et pendant qu'allez-y voter. Oui. Oui, pardon, pendant que peut-être ils répondent, j'ai juste une remarque de Bénédicte qui disait, pour en revenir sur ce que tu disais avant, ce serait intéressant de comparer les résultats qu'on a présentés à la population générale. C'est quelque chose qui est intéressant. Absolument. C'est vraiment ce qu'on veut faire en fait avec le système national de données de santé.
Sauf qu'on ne peut pas faire exactement la même chose parce que dans le système national de données de santé, les personnes, c'est complètement anonyme, hein, on ne sait pas qui c'est. Elles ont juste le même âge, le même sexe, ils vivent dans la même région que vous et sans diabète. Mais on aura leurs hospitalisations, etc. Et après, on peut faire des études spécifiques et comparer, mais on n'aura pas forcément tout. Alors, 70% des participants à ce webinaire ont voté. Un petit effort. Je vous laisse 2-3 secondes. 75%, bravo. 81%, merci de votre participation. C'est génial. On a vraiment besoin de vos infos, de vos idées, etc. Parce que c'est vous qui le vivez au quotidien, donc c'est très, très précieux. 90% presque, parfait. Donc, je propose de mettre fin au sondage. Et je vais partager les résultats. Vous les voyez sur l'écran? Ouais. Donc, 76% considèrent que c'est très complet et 24% considèrent qu'il en manque. Et donc, je laisse Laura regarder, bien enregistrer toutes les idées qui vont être développées pour que nous y travaillions. Et merci beaucoup pour ces informations. Alors, je reviens mon partage d'écran. Je suis désolé, je suis obligé de jongler. Normalement, il y aurait peut-être un moyen que j'évite de jongler, mais je n'ai pas trouvé. Donc, je suis obligé de faire ce jonglage. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien mon diaporama? Ouais. Parfait. Donc, maintenant, je devrais laisser la parole normalement au professeur Bruno Vergès, qui est professeur de diabétologie à Dijon, qui a été extrêmement impliqué à l'initiation du projet et tout au long du projet. Dijon est un centre extrêmement actif. Et alors, le professeur Bruno Vergès est également un spécialiste de complications cardiovasculaires dans le diabète. Il y travaille depuis des années. Et en fait, nous l'avions invité à participer à ce webinaire pour faire un petit peu une explication de la question, c'est pourquoi il y a ces complications cardiaques. Et malheureusement, il ne peut pas. Il est intervenu la semaine dernière. Il nous a fait une présentation passionnante et il nous a recommandé de faire cette présentation en son nom. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur du professeur Bruno Vergès, ce qui ne va pas être facile. Alors, au long de cette présentation, il y aura des schémas à gauche, très scientifiques. Et donc, ce qui m'apporte pour moi, c'est de partager avec vous plutôt la partie droite, les commentaires, parce qu'à gauche, c'est des courbes plutôt pour des spécialistes. Alors, si parmi vous, il y en a, n'hésitez pas à lire. Mais ce qui est important de voir, c'est que quand on regarde les patients avec un diabète de type 1, les populations, il y a des pays dans lesquels il y a des cohortes, notamment par exemple en Suède, ils ont plusieurs dizaines de milliers de patients avec diabète de type 1 et ils regardent comment ils vont. D'accord. Et en plus, comme nous d'ailleurs, ils les comparent avec des gens qui ont le même âge, même sexe et qui n'ont pas de diabète, pour voir s'il y a une différence. Et dans les années 90 et même dans les années 2000, il y avait des grosses différences en termes de complications cardiaques chez les diabétiques par rapport aux non-diabétiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça diminue. C'est qu'il y a une diminution de la différence entre les non-diabétiques et les diabétiques sur la complication cardiaque. D'accord. Et vous voyez que ça, c'est il y a 10 ans. Cette étude, elle s'arrête il y a 10 ans, en 2012-2013, et on constate une nette diminution, mais il y a encore une petite différence. D'accord. Alors, pourquoi il y a cette amélioration? Eh bien, parce que, même si ce n'est pas parfait chez tout le monde, il y a quand même une amélioration de l'équilibre glycémique, que l'hémoglobine glyquée est meilleure qu'avant dans la population en général. Alors, il y en a certains qui n'y arrivent pas, hein, ils ont des raisons. Le diabète est parfois compliqué mais il est probablement meilleur que ce qu'il était il y a 10 ans, de toute manière. Et il y a un autre élément, c'est qu'on prend mieux en charge tous les facteurs qui compliquent le cœur. Alors, il n'y a pas que le diabète, hein. Il y a le tabac, par exemple. On arrête plus le tabac. Il y a une diminution de la consommation de tabac, ce qui est une importance majeure chez les patients diabétiques de type 1. Mais il y a aussi l'hypertension artérielle, le cholestérol qui est trop élevé, l'hypercholestérolémie. Ces différents facteurs sont mieux contrôlés qu'avant. D'accord. Mais il y a encore un petit delta chez la population diabétique par rapport à la population générale. Alors, ça ne veut pas dire qu'au niveau individuel, c'est le cas, hein. C'est des données statistiques. Et la différence est minime, mais elle reste quand même un petit peu plus élevée. D'accord. Et les raisons, je les ai indiquées. D'accord. Il y a le tabac, l'hypertension artérielle, le cholestérol. D'accord. Et puis, on a aussi certaines complications du diabète, comme les atteintes au niveau du rein. Ça a tendance à améliorer, à aggraver les complications du diabète sur le cœur et bien sûr, vous le savez, le déséquilibre glycémique. D'accord. Mais il y a
pour expliquer ce petit delta qui reste, c'est-à-dire cette petite différence, même quand on prend la population des gens qui sont parfaits, entre guillemets, c'est-à-dire ils n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire, ils ont un diabète parfait, il y a toujours cette petite différence. Et bien nous, à travers cette étude, on aimerait identifier des nouveaux acteurs, des nouvelles explications de la raison pour laquelle il y a des complications cardiaques. Ça peut être les hypoglycémies, par exemple. On ne le sait pas bien, ça. Ce qu'on appelle le diabète qui est variable, qui est instable, qui fait de hauts et des bas. La résistance à l'insuline, des particularités du cholestérol, par exemple. Peut-être d'autres marqueurs, ce qu'on appelle l'inflammation, qui pourraient jouer un rôle. Ça, c'est des marqueurs complexes, biologiques, qui nécessitent de faire la biobanque, parce que, comme le disait Emmanuel, à travers cette biobanque, on pourrait très bien déterminer, mettre en évidence des nouveaux acteurs qui participent à la complication cardiaque, et donc là, on pourrait mieux traiter. Donc, c'est ça. Donc là, ici, on revient sur les raisons connues. L'hyperglycémie chronique, ça c'est une étude qui le montre, qui date d'une trentaine d'années. Quand on réduit l'hyperglycémie, on diminue les accidents cardiaques. Hein. Faites attention, regardez surtout la partie droite, hein, les conclusions, parce que les courbes sont un peu complexes. Le rein, eh ben, quand on traite le rein correctement, alors vous savez qu'il y a des traitements maintenant pour l'atteinte du diabète sur le rein, notamment des médicaments qui sont aussi des médicaments de l'hypertension artérielle, qui permettent de ralentir l'évolution. Eh ben, on ralentit, on améliore le pronostic, les gens font moins d'événements cardiaques quand on traite mieux le rein. Et puis il y a le cholestérol, l'hypertension artérielle et le tabac, ça j'en ai déjà parlé. Eh bien, tous ces facteurs, quand on les traite correctement, eh bien, on améliore le pronostic cardiaque. C'est pour ça que quand on vous voit en consultation, on s'intéresse à vous en tant que personne, bien sûr, mais on s'intéresse à l'équilibre glycémique, bien sûr, en tant que diabétologue, c'est la moindre des choses, mais pas seulement. On va aussi s'évertuer à prendre en charge le cholestérol, l'hypertension artérielle, le tabac. Pourquoi? Parce que comme c'est indiqué ici, eh ben, ça participe à l'atteinte du diabète sur le cœur. Vous savez que le cœur, il est vascularisé, il y a des artères qui le nourrissent, qu'on appelle des coronaires. Et bien, dans ces coronaires, elles sont bouchées parce qu'il y a des plaques qui s'accumulent. Et bien, le cholestérol, le tabac et l'hypertension artérielle, ça participe aux plaques. Et donc, c'est pour ça que c'est important de traiter ces facteurs pour limiter les plaques. Mais il y a des raisons inconnues, et ça, j'en ai parlé. Et c'est ça l'intérêt de cette DT1, c'est d'essayer de déterminer si ce sont oui ou non des bons candidats pour expliquer pourquoi il y a ce petit surrisque qui persiste, l'hypoglycémie, la variabilité glycémique, la résistance à l'insuline, le lipide, le gras. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas du gras caché un peu, qui ne serait pas détectable avec des simples dosages, mais ça, il faut des études scientifiques assez poussées, à partir notamment de la banque biologique, des tubes de sang qu'on a mis au frigidaire, et comme je le disais, l'inflammation, c'est-à-dire une réponse immunitaire un peu particulière chez les diabétiques de type 1. On ne sait pas, peut-être que ces acteurs n'en sont pas, mais en tout cas, on a besoin d'études pour le vérifier parce que ce sont des candidats. Donc, en conclusion, en fait, historiquement, oui, il y a une augmentation des complications cardiaques sur le diabète, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. La différence est réduite à très peu, mais il y a quand même ce petit surrisque, et nous, ça suffit à nous motiver pour essayer de mieux comprendre cette différence et de faire des recherches pour essayer de déterminer des nouvelles explications pour expliquer ce risque cardiovasculaire. Donc, merci beaucoup pour ce partage de données, pour accepter de participer à l'étude. Et entre autres, il y a un autre acteur, c'est la manière dont vous vivez, qui pourrait éventuellement participer aux accidents cardiaques. On parlait de l'anxiété tout à l'heure. Eh bien, c'est des choses qui ont été très peu étudiées. Est-ce qu'il y a une association entre l'anxiété des gens et les complications cardiovasculaires? On pourrait penser que oui, mais il faut encore le démontrer et l'étudier. Et c'est aussi l'intérêt de la SFDT1, puisqu'elle associe des tubes dans un frigidaire, mais également des questionnaires sur votre vie, sur les différents domaines, notamment l'anxiété, etc. Donc voilà ce que le professeur Bruno Vergès vous aurait présenté s'il avait été là. Et voilà pour ce qu'il voulait vous présenter. Est-ce que Laura, il y a des questions? Alors, il y a eu énormément de thématiques, donc merci d'avoir participé parce qu'il y a beaucoup de thématiques d'intérêt. Il y en a certaines que vous avez citées qui sont dans SFDT1, donc vous allez recevoir probablement les questionnaires concernés. Et peut-être juste une question avant de passer à la suite. Guillaume qui demande si on récupère l'HbA1c
pour SFDT1? Voilà, c'est une question clinique du coup. La réponse est oui. Et même, on récupère l'hémoglobine glyquée quand on vous voit. Mais en fait, dans les questionnaires des médecins que les médecins remplissent quand ils vous voient, on leur demande de récolter plusieurs HbA1c des dernières années. Donc, on a tout un historique d'hémoglobine glyquée. Et à travers les mesures continues du glucose, les freestyles par exemple, eh bien, on peut évaluer de manière un petit peu, enfin, avec une formule mathématique, votre hémoglobine glyquée estimée. On appelle ça chez nous le GMI, c'est pareil. Donc oui, la réponse est oui, c'est absolument majeur cette information. Et la deuxième partie de question, c'était est-ce que ça serait couplé à d'autres informations du patient? Et la réponse, bah, est oui aussi, puisqu'on ne prend pas les informations individuelles, c'est forcément couplé et à vos questionnaires et à votre variabilité glycémique et toutes les données cliniques. C'est aussi l'intérêt de SFDT1 et son originalité. Donc, par exemple, on pourra très bien dire, est-ce que les patients anxieux ont des hémoglobines glyquées plus élevées ou plus basses? Est-ce que les hypoglycémies répétées sont associées à une plus grande anxiété, une modification? Par exemple, on a un questionnaire sur le sommeil. C'est fondamental la qualité du sommeil dans la vie. Donc voilà. Mais merci pour peut-être une petite remarque quand on vous parle de variabilité glycémique, hein, c'est par exemple le fait d'être en hypo, puis après en hyper, etc. Donc ça, c'est la grande variabilité, alors qu'il y a des patients qui sont comme ça, ils ne bougent pas trop. Donc on pense qu'éventuellement, ça peut influencer les choses. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment déterminer, et c'est ce genre d'étude qui pourra le faire. Donc là, c'était la dernière diapo de Bruno que j'ai Ouais. oublié, mais pour expliquer que SFDT1, vraiment, il met au cœur de la thématique les complications cardiaques et que, comme je l'ai dit, l'idée, c'est de déterminer des nouvelles cibles thérapeutiques. Alors là, il y a 2 sondages de suite que je vais vous faire passer, donc je quitte le partage d'écran. Et c'est vraiment important de répondre à ces questions. Alors, donc la question, elle est, lors du prochain webinaire, sur quelle thématique souhaitez-vous un partage de résultats? Donc allez-y, c'est à vous de jouer. On a besoin de ça. Alors, on a quelques idées sur le prochain webinaire, comme on vous l'a dit. On pense parler de la boucle fermée, parce que ça nous paraît vraiment important. Mais on peut partager des résultats des questionnaires. Donc, vos réponses, ça va nous guider sur qu'est-ce qu'on va choisir comme thématique, sachant qu'on propose des webinaires de pas plus d'1 heure. Donc, on ne pourra pas forcément tout traiter. Et aussi, une petite note, c'est qu'on a fait un webinaire la semaine dernière et que du coup, on avait déjà des réponses. Donc, on va considérer les 2 webinaires, bien sûr, pour faire un combo. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'on vous en ait parlé, mais vendredi dernier, donc on avait organisé le webinaire qu'on a dû annuler pour un problème technique. On est vraiment hyper désolé. On était au taquet, on était hyper contents. Et impossible de se connecter, c'était une catastrophe. En fait, nous, on était connectés, mais vous ne pouviez pas nous joindre. Et donc, on a essayé de réagir le plus rapidement possible, mais c'était impossible de sauver ce webinaire. Et c'est pour ça qu'on l'a replacé là assez vite, mais pas le midi, parce que c'était un midi exprès. On voulait voir pour des personnes qui ne peuvent pas trop le soir. Et voilà, donc la prochaine fois, je pense qu'on en fera un soir et un midi. Et que maintenant, vous avez vu que le professeur Yveline est un expert en webinaire et que ça devrait mieux se passer. JP. Au moins, c'est clair. 94% des gens ont voté, donc c'est vraiment magnifique. Ça veut dire que ça prouve votre implication et votre intérêt. C'est très, très agréable de voir ça. Donc, on va vraiment considérer ces questionnaires poulés au webinaire de la semaine dernière. Alors, je mets fin au sondage pour partager le résultat. Et donc, vous voyez les résultats. Donc, les hypoglycémies et les complications classiques du diabète sont très demandées. Et puis d'autres thèmes qui concernent. Alors si, bien sûr, à nouveau, on va récolter les réponses sur le chat pour pouvoir les considérer et organiser le webinaire pour la prochaine session. Alors, je propose de lancer la question suivante parce qu'on dépasse un tout petit peu le temps là, donc on va vite conclure. Donc voilà la dernière question et je vous demande vraiment d'y répondre parce que nous, on va s'orienter pour organiser la fréquence des webinaires. Est-ce que vous préférez 1 fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an?
Encore un petit effort, 85% de votants. Merci beaucoup. Et donc, je partage les résultats. Donc, on voit que la majorité demande 3 fois par an, 29% 2 fois par an. Donc, on va pouler cette réponse avec celle de la première, du premier webinar et donc on décidera. J'ai pas trop envie de m'engager sur la date du prochain webinar parce qu'on l'a pas encore décidé et donc vous serez tenu au courant par mail comme vous l'avez été pour ce webinar et on espère vous voir nombreux la prochaine fois. En tout cas, merci infiniment pour ces partages. Et Manu, tu veux dire le mot de la fin? Bah oui, c'est que nous, on travaille beaucoup sur cette étude, mais avec toute l'équipe, hein. Mais c'est génial, on est très contents. Et vous voir ici, poser plein de questions, vous investir, c'est ce qu'on voulait depuis le début. Ce qu'on avait envie, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Nous, c'est un but souvent médical, vous allez dire, mais en fait, c'est pour des personnes. Derrière, c'est vous. Et vous voyez qu'on a essayé de jongler à la fois sur nous, nos problématiques médicales, mais aussi sur votre qualité de vie, enfin, comprendre plein de choses et aider le plus possible et corréler l'ensemble. On a parlé beaucoup de stress tout à l'heure, j'ai vu dans le chat tout ce qui est autour du stress et tout. Voilà. Et puis, on est toujours ému de voir votre soutien, etc. Ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est un tel travail derrière, mais on est ravis de tout ça. Bon, Alors, ben, on vous on souhaite va une très très bonne soirée. Ouais, merci à tous. Excellente soirée. À très bientôt. Et puis, j'ai reconnu quelques noms de patients là, et donc je les salue particulièrement. Voilà. Et À pareil pour bientôt. moi, évidemment. À bientôt.